Je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute. Je suis ravie de vous accueillir pour ce live sur Doctissimo. Et donc je vais tenter de répondre à vos questions sur la sexualité. Alors, première question. Je n'ai pas d'orgasme vaginal, suis-je normale? Alors oui, 1000 fois oui. Il faut vraiment en finir avec ce mythe de l'orgasme vaginal. On le doit à notre ami Freud, qui a fait beaucoup avancer la psychanalyse, mais en revanche, sur la sexualité féminine, il a reconnu à la fin de sa vie avoir fait des erreurs, et celle-ci notamment en est une. C'est-à-dire qu'il avait considéré que les femmes qui avaient un orgasme clitoridien n'étaient pas des femmes adultes, c'était des petites filles, et que le seul orgasme qui était valable pour les femmes adultes était l'orgasme vaginal. Or, c'est faux, archi faux. D'abord parce que le vagin est très peu innervé. Seul le premier tiers du vagin a des nerfs, et donc le fond du vagin a très peu de sensibilité, ce qui s'explique d'ailleurs par le fait de son autre fonction, outre d'accueillir le sexe de l'homme, qui est de favoriser et faire naître le passage des bébés et les faire naître. Donc si le vagin était très innervé, ça serait extrêmement douloureux. Donc, pour résumer, le seul organe du plaisir féminin, c'est le clitoris. D'ailleurs, nous avons beaucoup de chance, nous avons le seul organe du corps humain qui ne soit destiné qu'au plaisir. Donc, profitons-en. C'est vraiment la porte d'entrée pour l'orgasme et pour le plaisir de la femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce clitoris n'est pas le petit bouton qu'on représente sur la plupart des manuels d'anatomie ou de sciences naturelles, mais en fait il a des ramifications très profondes à l'intérieur qui vont jusqu'à peu près 10 à 12 cm, et en fait il vient enserrer le vagin, il vient même donc le long de la vulve, ce qui fait que c'est lui qui va être activé lors de la pénétration. Et effectivement, si le clitoris est correctement excité, qu'on a pris le temps de laisser monter l'excitation, c'est un organe érectile, donc il va grandir, il va grossir, il va vraiment se mettre le long des parois du vagin, et il va pouvoir être atteint par des stimulations, soit avec le doigt, soit avec le pénis, et donc ça va procurer du plaisir. D'ailleurs, à l'endroit de la racine du clitoris, c'est-à-dire où les bulbes et les piliers du clitoris se rejoignent, il y a ce qu'on appelle le point G, qui effectivement est une zone du coup très sensible. Donc, si vous n'avez pas d'orgasme à la pénétration, c'est tout à fait normal. C'est l'orgasme clitoridien, voire les orgasmes clitoridiens, puisque la femme a une capacité à être multi-orgasmique, qui vont petit à petit se diffuser dans le vagin. D'ailleurs, lorsqu'il y a un orgasme clitoridien, le vagin a des contractions involontaires, à peu près toutes les 3-4 secondes, et ces contractions-là sont dues au périnée et au clitoris. Donc c'est tout ça qui va se répercuter, et on peut aussi après avoir un orgasme un peu plus profondément dans le vagin. Il y a un point qui est situé en dessous du col de l'utérus, et là aussi, mais c'est quand tout le reste a été suffisamment stimulé et excité pour que ça puisse se répercuter dans le vagin. Mais il n'y a pas à courir après ce fameux orgasme vaginal, c'est un mythe. Alors, deuxième question. Comment faire quand la libido d'un homme est beaucoup plus active que chez sa femme? Alors, ça c'est un problème que l'on rencontre très souvent dans nos cabinets de sexothérapeutes, une différence de désir, de libido entre l'homme et la femme. Alors déjà, il faut en parler, hein. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Le mieux, c'est de mettre du dialogue autour de ça. Après, aller chercher pourquoi est-ce que la femme a moins de désir. Pour qu'une femme ait du désir, il faut plusieurs conditions. C'est différent de chez l'homme. Nous ne sommes pas fabriqués comme les hommes, et donc on a peut-être un désir qui est moins immédiat, qui est moins simple, et qui a besoin de certaines conditions pour pouvoir se développer. Entre autres, la femme a besoin d'être détendue. Donc, si elle est fatiguée, si vous êtes fatigué, si vous êtes surmené par le travail, la maison, les enfants,
les soucis, et que le soir arrive et vous n'avez pas réussi à vous détendre, ça va être très très difficile de ressentir du désir et de trouver de la place. On n'a plus envie de rien dans ces cas-là. On n'a qu'une envie, c'est dormir, pas envie de faire l'amour et même pas envie d'avoir envie. Et si à ce moment-là, l'homme arrive avec un désir comme ça, très fort, on va se dire « Oh là là, mais je vais jamais pouvoir retrouver la force et me mettre au diapason de ce désir. » Donc, prenez du temps pour vous. Essayez de vous détendre, essayez de faire vraiment un break entre la fin de la journée et le moment où vous allez pouvoir peut-être envisager une relation sexuelle. Ça, c'est très important. Prenez du temps pour vous, prenez un bain, détendez-vous 10 minutes. Et puis, il y a une autre condition aussi pour le désir de la femme, c'est d'avoir une intimité émotionnelle. C'est-à-dire d'avoir pu parler avec votre compagnon, d'avoir pu échanger au niveau des émotions, au niveau de votre ressenti. Et s'il n'y a pas eu ça du tout, soit dans la journée, soit dans les jours qui précèdent, si en plus il y a eu une mésentente, quelque chose qui ne va pas dans la relation, pareil, ça ce sont des choses qui ne vont pas favoriser le désir. Alors ce qui crée la différence, c'est que l'homme accède beaucoup plus facilement à son désir et surtout, il sait que faire l'amour va le détendre. Ce qui fait que lui, s'il est tendu, il va avoir envie de faire l'amour, il va avoir envie de passer ce moment parce qu'il sait que ça va lui faire du bien. Donc là, ce qui va être important, c'est vous, en tant que femme, d'aller trouver ce qui vous fait du bien, ce qui pourrait vous redonner du désir. Et puis sinon, ne pas hésiter à dire, bah non, là je suis désolée, mais moi, j'ai pas envie d'une relation sexuelle, et en revanche, je peux avoir envie d'autre chose, d'un câlin, d'être contre toi, de trouver un moment d'intimité, un moment de partage qui peut-être va finalement vous amener à aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'exprimer là où vous en êtes et d'oser dire que non, vous n'avez pas de désir, mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre compagnon et ni que ça ne sera pas possible d'ici 1 heure, 2 jours, 3 jours. Voilà. C'est pas parce que c'est pas possible maintenant que ça ne sera jamais possible. Troisième question de Sophie. J'ai un problème avec mon mari, je ne ressens souvent rien pendant les rapports. Comment puis-je apprécier autant que lui? Alors, rien pendant les rapports. Ça revient un petit peu à la première question. Est-ce que vous entendez simplement pendant la pénétration? Donc là, c'est toujours le même problème. Il faut que la femme ait eu le temps de laisser monter son excitation et son désir. Ça peut prendre entre 20 et 30 minutes. Donc il faut vraiment du temps avec des caresses sur l'ensemble du corps, ne pas venir stimuler directement les zones érogènes primaires, c'est-à-dire les seins ou le sexe, parce que ça n'a pas d'effet sur la femme. La femme a vraiment besoin que toutes ces zones érogènes, et elle en a sur tout le corps, soient éveillées pour que l'énergie sexuelle puisse venir se recentrer à l'endroit de la sexualité, c'est-à-dire à l'endroit du vagin ou de la vulve. Donc il faut prendre le temps pour ça. Donc ce que je recommande, c'est de surtout ne pas avoir de pénétration si jamais vous n'êtes pas lubrifié, si l'excitation n'est pas arrivée, parce que là, non seulement vous n'allez rien ressentir, mais en plus ça peut faire mal. Et à partir du moment où on commence à avoir des relations en ayant mal, après très vite on peut arriver à des manifestations corporelles, c'est-à-dire que le corps va dire non, et vous risquez d'avoir des problèmes de mycose ou de vaginisme ou d'irritation qui vont faire que du coup la sexualité va devenir très difficile. Donc, si vous ne ressentez rien, peut-être qu'il faut revenir un petit peu en amont et vraiment prendre le temps d'avoir votre désir, de laisser monter votre désir à vous. Ensuite, peut-être avez-vous besoin de caresses spécifiques, donc essayez de les demander ou essayez de vous stimuler vous-même. Essayez de connaître votre corps pour savoir vraiment de quoi vous avez besoin pour ressentir beaucoup plus. Une autre question, comment régler le problème de l'éjaculation précoce? Alors, il peut y avoir beaucoup de causes à l'éjaculation précoce, donc c'est difficile de le régler comme ça. Il faut d'abord voir d'où ça vient. Est-ce qu'elle a toujours existé? Ou est-ce qu'elle est due à certaines conditions? Par exemple, du stress ou quelque chose qui se passe entre vous dans la relation. Donc là, c'est vraiment essayer de faire parler l'homme. Ce qui arrive souvent, une des premières causes de l'éjaculation précoce, c'est la contrainte de performance que se met l'homme.
la pression qu'il va se mettre à vouloir que le rapport dure très longtemps, que la femme ait un ou plusieurs orgasmes, que son érection tienne. Voilà, le fait d'avoir toutes ces pressions mentales va faire que l'homme ne va pas se détendre et va souvent éjaculer trop vite parce qu'il pense trop justement à devoir tenir. Une autre raison, ça peut être le manque de rapports sexuels. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de rapports, ils ne sont pas assez fréquents et du coup, quand la relation sexuelle arrive, l'homme est tellement excité qu'il n'arrive pas à se retenir. Donc dans ce cas-là, on peut conseiller la masturbation, déjà, hein, pour pouvoir soulager cette pression qu'il peut y avoir. Aussi le mental, c'est-à-dire que l'homme va parfois avoir tendance à s'exciter mentalement, à se faire des images ou activer des fantasmes pendant la relation sexuelle. Donc là, l'idée, ça serait au contraire d'aller surtout ne se faire aucun scénario sexuel comme ça, mais plutôt penser à autre chose, hein, carrément penser à ses impôts, pourquoi pas. Ça peut vraiment faire redescendre l'excitation. L'homme est aussi très excitable par la vue, donc peut-être que de fermer les yeux à des moments peut arriver à calmer. Et puis aussi, il y a des exercices de respiration, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une respiration très haute dans la poitrine et qu'on appelle la respiration de feu, très active, vraiment aller redescendre la respiration dans le ventre, essayer de calmer. Et puis sinon aussi, si vous êtes dans un rapport avec une stimulation manuelle ou même pendant la pénétration, d'arrêter le mouvement. C'est-à-dire que l'homme, s'il sent que l'excitation arrive près de ce point de non-retour, arrêter complètement les mouvements, faire un stop, respirer ensemble très calmement et ne reprendre que tout doucement lorsque l'excitation aura un petit peu diminué. Voilà, ça c'est un travail que doit faire l'homme sur son excitation pour apprendre à la contrôler, hein, à la maîtriser un petit peu. Et pour ça, par exemple, la masturbation est un très bon exercice. Non pas la masturbation comme on l'a fait souvent dans l'adolescence, très très vite, en ayant peur d'être surpris, mais au contraire en faisant durer et en jouant avec ce moment où ça monte et où ça descend. C'est vraiment arriver à se détendre soi-même par rapport à ça qui peut aider. Alors, une autre question. Cela fait 1 an et demi que ma compagne a accouché. Depuis ce jour, sa libido a nettement baissé. J'ai beau faire tout mon possible, rien n'y fait et je me fais remballer à chaque fois. Comment faire pour retrouver une vie sexuelle normale? Alors, effectivement, ça peut être très long après un accouchement, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un enfant qui est là. Hein, si c'est le premier, la vie change complètement avec un enfant. On n'a plus le même rythme. Les nuits ont souvent été difficiles. Il y a une responsabilité. Hein, on ne pense plus qu'à soi, mais tout à coup, il faut s'occuper du bébé. Pour la femme, c'est très, très prenant. Elle a pu, par exemple, allaiter encore longtemps. Il y a la reprise du travail, peut-être, avec le bébé. Donc, c'est extrêmement fatigant. La première année, même les 18 mois. Donc ça, c'est pour les raisons extérieures, on va dire. Hein, vraiment, la nouvelle vie avec ce bébé, la responsabilité que ça représente, l'engagement corporel pour la femme. Donc tout ça, ça va faire que la sexualité peut passer un petit peu au second plan. Également, si la femme a allaité, hein, il y a un processus dans l'allaitement qui fait que la femme va avoir un peu moins de libido. Et puis, il y a aussi les suites de l'accouchement. Le corps, c'est quand même beaucoup déformé, hein, par rapport à la grossesse. Donc déjà, il faut reprendre contact avec son corps, se réhabituer à ce nouveau corps qui a quand même été transformé. Et puis, quelles ont été les suites de l'accouchement? Comment s'est passé l'accouchement? Des fois, il y a des accouchements très traumatisants, avec des cicatrices qui peuvent faire mal, un périnée qui n'a pas été bien rééduqué. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Pour vraiment, voilà, il faut peut-être aller voir s'il n'y a pas des cicatrices qui font mal, s'il y a, voilà, il faudrait peut-être que votre femme se fasse examiner pour vérifier que tout va bien de ce côté-là. Et puis après, voilà, il faut beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse pour que la femme puisse retrouver de la détente, de la confiance en elle-même et éventuellement du désir. Voilà, il faut beaucoup de patience. Si vraiment
les difficultés duraient, peut-être qu'il y a besoin de consulter ensemble, éventuellement, pour voir. Aussi, la femme peut avoir besoin d'une autre sexualité après un accouchement. Donc ça peut être le moment justement de remettre du dialogue entre vous pour voir comment vous pourriez faire évoluer votre sexualité pour que ça soit plus satisfaisant pour elle et qu'elle ait envie d'y revenir à nouveau. Mais vraiment, le premier facteur, ça va être la transformation du corps et puis le surinvestissement de la femme dans la maternité et dans les soins au nouveau-né qui peuvent être très très fatigants. Comment faire avec un partenaire qui n'aime pas pratiquer le cunnilingus? Alors ça arrive. Dans la sexualité, le premier principe, c'est de ne s'obliger à rien. Surtout ne pas se contraindre, parce que si vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, pour lequel vous n'avez pas de désir, vous allez le faire en étant tendu, voire en étant dégoûté, en n'ayant pas envie, et il n'y aura pas de plaisir, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, il faut essayer de discuter. Qu'est-ce qui le rebute dans le cunnilingus, hein? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Des fois, c'est la peur de ne pas savoir faire. Donc à ce moment-là, peut-être que vous pouvez lui proposer de le guider. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à l'odeur, à des choses comme ça. Donc peut-être d'aller vérifier l'hygiène, prendre une douche, et puis en parler ensemble. C'est vraiment essayer de voir qu'est-ce qui peut, est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience, qu'est-ce qui peut lui faire peur. Donc le mieux, c'est d'en parler ensemble, peut-être d'aller consulter un sexothérapeute ou quelqu'un pour voir d'où viendrait le problème. Des fois, ça peut suffire à débloquer des choses. Mais en tout cas, ne pas se forcer. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire et il vaut mieux essayer de le faire progressivement, en douceur, en essayant de voir ce qui bloque chez la personne. Quelles sont les causes des douleurs lors des rapports? Alors, je reviens toujours à ça parce que c'est très important. Pour une femme, être pénétrée, si le vagin n'est pas prêt, si l'excitation n'est pas suffisamment là, s'il n'y a pas assez de lubrification, ça peut être très douloureux. Alors, si jamais vous avez du désir et que vous sentez que vous n'êtes pas lubrifié, que la lubrification n'est pas venue comme d'habitude ou comme vous le souhaiteriez, il y a toujours moyen d'utiliser un gel lubrifiant ou par exemple de l'huile de noix de coco qui est très bonne, voilà, pour lubrifier. Il peut y avoir des tas de causes à un manque de lubrification. Le cycle hormonal, par exemple. La lubrification est très sensible aux hormones et la femme varie au niveau de ses hormones dans son cycle hormonal. Donc il peut y avoir des moments du cycle où la lubrification n'est pas là. Il peut y avoir l'après-ménopause, évidemment. Il y a un gros bouleversement hormonal au moment de l'après-ménopause et il peut y avoir une sécheresse vaginale. Et on ne le dit pas assez, mais par exemple, certains contraceptifs oraux, par exemple la pilule, peut donner effectivement un manque de lubrification. Donc ça, il faut le savoir, c'est pas que vous êtes anormal, c'est que tous les médicaments qui vont jouer sur le système hormonal peuvent perturber la lubrification vaginale. Il y a certains médicaments aussi, des antihistaminiques, des antidépresseurs qui peuvent jouer sur la lubrification. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à lubrifier si vous avez du désir. Après, il peut y avoir que effectivement la pénétration arrive trop tôt, qu'elle est trop rapide, trop brutale. Donc ça, c'est à vous de voir. Et il peut y avoir aussi des blocages plus profonds. S'il y a eu des traumatismes au niveau de la sexualité, il peut y avoir du vaginisme, c'est-à-dire que le vagin se contracte, le périnée se contracte et empêche toute pénétration. Donc dans ce cas-là, il ne faut surtout pas forcer, mais plutôt consulter un spécialiste. Comment faire, même si en prenant beaucoup de plaisir, ça ne va jamais jusqu'à l'orgasme? Alors ça arrive à beaucoup de femmes qui ont du plaisir, mais qui n'arrivent pas à ce cap. Souvent, elles arrêtent juste avant le passage à l'orgasme. Il y a une phase de plateau où l'excitation monte et à ce moment-là, ça s'arrête. Alors, l'orgasme, c'est vraiment un lâcher-prise. C'est l'abandon total. Donc, il y a besoin d'être en totale confiance, déjà, avec le partenaire, et puis d'accepter soi-même d'aller dans ce passage où
on ne sait pas très bien ce qui va se passer après. Hein, ça peut effrayer beaucoup de femmes qui disent oh, « j'ai l'impression que ça va être tellement fort que peut-être que je ne vais pas en sortir, que ça ne va pas s'arrêter. » que voilà. De quoi on a peur? Est-ce qu'on a peur des manifestations physiques qu'il pourrait y avoir, hein, de se laisser emporter comme ça par ce plaisir? Donc ça, c'est vraiment à vous d'aller vous questionner là-dessus et puis peut-être voir avec votre partenaire ce que vous pourriez mettre en place pour vraiment pouvoir vous abandonner. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore qui faciliterait l'orgasme? C'est déjà de vous connaître vous-même, peut-être de vous en donner seul, parce que parfois ça peut être plus facile d'aller expérimenter ça sans le regard de l'autre. Donc n'hésitez pas à vous donner du plaisir pour aller expérimenter vous comment vous montez à l'orgasme, parce que chaque femme est différente par rapport à ça. Manon qui nous demande, il y a des périodes pendant mon cycle pendant lesquelles je n'ai pas du tout envie de faire l'amour, est-ce normal? Oui, tout à fait Manon. La femme est cyclique. Contrairement à l'homme, qui a une sexualité assez linéaire, la femme est soumise à des cycles. Hein. On est un peu comme la lune ou comme les saisons. On change pendant tout le mois. Et effectivement, il y a des périodes où on va avoir beaucoup de désirs. C'est en général la période avant l'ovulation parce qu'il y a une montée d'œstrogène qui va favoriser le désir. Dans ce cas-là, on se sent en général très sexy. Et d'ailleurs, ça se voit même sur la peau. La peau est plus belle. On a envie de bouger, on a envie de bien s'habiller. Voilà, ça c'est vraiment une période où, avant l'ovulation, la nature est bien faite, la femme va être au maximum de son magnétisme et de son érotisme. Et là, il va y avoir beaucoup plus d'envie et les orgasmes vont même être souvent facilités. Et après, ça redescend. Hein, il y a un pic d'estrogène au moment de l'ovulation et puis ça baisse. Et après, il y a la progestérone qui vient augmenter un peu avant les règles. Et là, effectivement, il y a une baisse de désir très nette chez certaines femmes. Voilà. Donc, après, il y a des femmes qui le ressentent plus ou moins, mais si vous le ressentez, le mieux, c'est de l'accepter. Et puis de savoir que ça va revenir. Et c'est comme ça, on est cyclique, on n'est pas fait pareil que les hommes. Mon mari a des problèmes d'excitation. Comment je peux l'aider sans médicaments? Alors déjà, parler avec lui de son imaginaire. Peut-être laisser l'imaginaire arriver. De quoi a-t-il besoin pour être excité? Ça, chaque homme est différent, donc à vous de voir. Peut-être n'hésitez pas à faire des jeux ensemble, des scénarios. Voilà, essayez d'ouvrir un petit peu le champ de la sexualité sur des jeux érotiques, des scénarios érotiques qui pourraient l'exciter. Après, c'est vraiment lui, c'est lui qui peut dire de quoi il a besoin pour ça. Et chaque personne est différente. Après, c'est pas à vous toute seule d'essayer à tout prix, c'est vraiment un dialogue. Remettez du dialogue dans votre sexualité pour voir ce dont lui aurait besoin. Des fois, il faut casser un petit peu la routine, voilà. Mais posez-lui la question de savoir ce qui lui le travaille et peut-être que si c'est trop compliqué, il peut également aller consulter pour trouver un espace où il puisse s'exprimer là-dessus. Est-il normal de se masturber alors qu'on est en couple? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la règle. C'est vrai que certaines personnes considèrent qu'à partir du moment où elles sont en couple, alors qu'elles avaient une pratique masturbatoire quand elles étaient célibataires, tout à coup, ça devrait s'arrêter. Et l'autre devrait pouvoir répondre absolument à nos désirs, à nos besoins sexuels et être disponible lorsque on a envie de faire l'amour. Or, non. Pas du tout. On a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit d'avoir des soucis, d'être fatigué, d'avoir des problèmes physiques qui font qu'on n'est pas très disponible. Et dans ce cas-là, c'est bien que chacun puisse prendre en charge son besoin. Et si de temps en temps, il y a besoin de se masturber, pourquoi pas? Ça peut être aussi quelque chose qui est fait en couple. Hein, c'est un merveilleux cadeau d'offrir ça à son partenaire, de vraiment s'abandonner devant lui. Ça peut aussi lui montrer comment soi-même on arrive au plaisir. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait pratiquer en couple et c'est même recommandé. Parfois il n'éjacule pas, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Des hommes peuvent avoir des orgasmes sans éjaculer. C'est même des pratiques
qui sont recommandées par le Tao, par exemple, ou le Tantra, qui apprennent aux hommes à avoir des orgasmes sans éjaculer, ce qui fait qu'ils peuvent en avoir plusieurs, et que du coup, le rapport peut durer encore plus longtemps. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir beaucoup de plaisir, d'avoir un orgasme sans éjaculation. Et il y a certains hommes qui apprennent à faire ça. Les taoïstes disent que ça permet de garder l'énergie. Après, il ne faut pas que ça devienne un but en soi et une contrainte et quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, donc il n'y a rien d'anormal à ça, à partir du moment où lui, ça ne le dérange pas. Il veut qu'on allume la lumière et moi non, comment faire? Alors, cette question de la lumière, c'est vrai que ça revient souvent. Alors, déjà, vous posez la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de lumière? Quel est le problème par rapport au fait que votre compagnon vous voit pendant l'amour? Ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous avez des soucis avec votre corps? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Donc ça, c'est quelque chose dont il faudrait parler ensemble et peut-être voir comment vous pouvez vous reconnecter à votre corps et vous réconcilier. Le problème dans ce cas-là, c'est que parfois pour les hommes, le fait de voir leur compagne, c'est vraiment quelque chose qui les satisfait, qui leur donne du désir, du plaisir. Donc c'est compliqué pour eux de se couper de ce plaisir-là de vous voir. Alors peut-être qu'il y a des aménagements à faire. C'est vrai qu'une lumière crue, ça ne se prête pas vraiment à l'intimité de la sexualité. Peut-être que vous pouvez arranger la pièce comme ça vous va, en tirant les rideaux, mais en mettant des bougies. La lumière des bougies est très douce, très sensuelle. Donc voyez comment vous pouvez aménager ça pour que ce soit acceptable pour tous les deux. Et puis vraiment, moi je dis souvent aux femmes, arrêtez de penser à votre corps, mais ressentez plutôt votre corps. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les hommes ne sont pas du tout fixés sur nos petits défauts, nos petits bourrelets. Non, pas du tout. Quand ils sont en train de faire l'amour avec nous, ils nous voient vraiment dans la globalité. Ils sont tellement pleins de désirs qu'ils n'ont pas du tout l'œil sur ce qui nous pourrait nous déranger. Donc l'idée, ça serait vraiment de lâcher avec ça. Peut-être vous faire aider si vous avez besoin. Mais voilà, comment remettre un petit peu de lumière pour que ça soit quand même... que vous puissiez vous voir. Les regards sont importants aussi. Peut-être que vous pourriez à ce moment-là prendre le plaisir d'être dans le regard de l'autre, de communiquer par le regard. Il y a plein de choses qui peuvent s'échanger quand on se voit. Plus la relation avance, moins j'ai envie de faire l'amour. Que se passe-t-il? Alors ça, c'est une question qui revient très très souvent dans les couples. Il y a déjà quelque chose de très simple, c'est que le désir se construit sur le manque. Donc c'est le manque de l'autre qui va faire que le désir va arriver. Or, si on est tout le temps ensemble, si on ne se quitte pas, si on est collés l'un contre l'autre, ça va être plus compliqué d'avoir du désir. Donc dans ce cas-là, c'est comment remettre un petit peu de distance. Et puis il y a aussi que quand la relation se sécurise, c'est très bon parce que justement ça fait naître de l'intimité, ça fait naître de la confiance. Donc on a à la fois besoin de ça et en même temps il y a un moment où on peut tomber dans une certaine routine. Donc c'est vraiment remettre du jeu, remettre de l'inventivité dans la relation sexuelle pour que le désir revienne. Et ça, souvent on ne consacre pas assez de temps à la sexualité. On considère que ça doit aller tout seul parce que dans les débuts de la relation, tout fonctionnait très bien. Et ça s'explique par le fait qu'on est très amoureux. Donc il y a beaucoup d'hormones, de dopamine, d'ocytocine. Il y a une espèce d'effervescence comme ça hormonale qui font que le désir est vraiment à son maximum. En plus, pour les femmes, on reçoit beaucoup de mots d'amour, beaucoup d'attention d'amour. Et ça fait monter le désir. Et si jamais, petit à petit, tout ça s'étiole, tout ça devient plus distant, effectivement, la femme va avoir du mal à retrouver son désir. Donc, comment remettre de la sensualité, des petites attentions, des mots d'amour, de toutes ces petites choses qui vont faire renaître le désir dans le couple. Donc ça, c'est y consacrer du temps, se réserver des moments d'intimité où on parle de soi, où on ne parle pas du boulot, pas des enfants, mais vraiment, on parle de la relation. Et puis, du temps à deux, pour vraiment se faire plaisir et faire des choses ensemble. Élodie nous demande « Mon compagnon a moins de désir pour moi depuis mon 5e mois de grossesse.
comment stimuler sa libido à nouveau? Alors ça, c'est quelque chose qui arrive parfois dans les couples. Des fois, c'est la femme qui a moins de désir en étant enceinte et des fois, c'est l'homme. L'homme va souvent être impressionné par le fait que on n'est plus tout seul, il y a un bébé dans l'utérus et il va parfois y avoir la peur de faire mal au bébé pendant la relation sexuelle, pendant la pénétration. Alors ça, vous pouvez le rassurer, il n'y a aucun risque. Le bébé est bien protégé dans l'utérus, avec un col de l'utérus fermé, donc il n'y a aucun risque de l'atteindre pendant la pénétration. Sauf si votre gynécologue vous dit qu'il y a un problème avec le col qui s'ouvre, mais c'est très rare et en général, il vous le dira. Donc tant que le gynécologue ne dit rien, il n'y a vraiment aucun souci à avoir une sexualité normale pendant la grossesse. Mais l'homme peut être impressionné parce que tout à coup, il y a ce bébé, ou aussi parce que tout à coup, vous allez devenir mère, il va devenir père, il peut y avoir beaucoup de choses qui se rejouent par rapport à ses parents, par rapport à son enfance, et ça peut être une période un petit peu difficile aussi pour les hommes. Donc, n'hésitez pas à aller consulter si vraiment ça durait et si ça devenait trop compliqué, parce que dans ce cas-là, ça peut aussi durer après la grossesse. Mais en général, une fois que l'accouchement est passé, une fois que chacun a repris sa place, que vous n'êtes plus en train de porter ce bébé, normalement les choses reprennent leur place. Mais ça peut être effectivement un petit peu perturbant pour les hommes. Donc le mieux, c'est vraiment d'en parler ensemble. Et puis, si c'est la pénétration qui l'impressionne, peut-être trouver une autre façon d'être en sexualité, autrement que par la pénétration. Paula, comment parler de fantasmes avec son conjoint? Alors, je poserai la question autrement, faut-il parler de ses fantasmes avec son conjoint? Ce n'est pas forcément nécessaire, il faut être très prudent avec les fantasmes. Les fantasmes, c'est très personnel, c'est vraiment son imaginaire. Parfois, ils peuvent être un peu crus, un peu violents, et ça peut provoquer de la gêne ou de l'embarras chez l'autre personne. Ou alors ça pourrait même lui donner l'idée qu'il faut absolument les réaliser, et du coup il pourrait tout mettre en œuvre, alors que justement le propre du fantasme, c'est d'être très différent de la réalité. C'est vraiment dans son imaginaire érotique, et donc ça n'a pas forcément pour objet d'être mis en pratique dans la réalité. Après, en parler, oui, ça peut être bien, si effectivement c'est une manière d'être un peu plus intime, de se connaître un peu mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, les fantasmes, ça peut rester son jardin secret, c'est une façon d'activer sa libido et il n'y a pas besoin forcément d'aller partager là-dessus. Comment donner confiance sexuellement? Alors, déjà, toujours pareil, ce qui est important dans la sexualité, c'est la communication. C'est souvent compliqué de parler de sexualité parce que c'est quelque chose qui est tabou. Suivant la famille d'où on vient, des fois la sexualité n'est pas abordée du tout ou alors elle est abordée de façon très négative avec beaucoup d'interdits. Donc c'est compliqué d'en parler et pourtant c'est vraiment nécessaire. Ce qui peut vraiment amener la confiance, c'est de dire là où on en est, d'oser dire ses peurs, d'oser dire de quoi on aurait besoin pour justement surmonter ses peurs, les traverser et ouvrir sur l'inconnu, parce que la sexualité, c'est une aventure. C'est pas quelque chose de codifié, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente. Donc, être en confiance, c'est déjà bien connaître l'autre. Ne pas oublier que dans relation sexuelle, il y a relation. Donc, prenez votre temps pour vous rencontrer. On voit beaucoup, surtout chez les jeunes, là, dans la sexualité, une sexualité un peu immédiate. C'est presque une façon de faire connaissance. Ben non, il faut d'abord se connaître pour pouvoir être en confiance. Donc prenez le temps de vous rencontrer, de vous connaître physiquement, affectivement, avant de vous lancer dans la sexualité. Tant qu'il y a des peurs, tant qu'il y a un manque de confiance, c'est effectivement qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir être détendu. Si vous n'avez pas confiance, de toute façon le corps va dire non. Donc le mieux c'est de vous demander vous-même de quoi j'ai besoin pour être en confiance. En général, c'est de temps et de dialogue. Où est mon point G? Alors, on revient un petit peu sur le sujet de la première question. Le point G,
On en a toutes les femmes en ont, mais il est plus ou moins activé. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de rencontrer et d'aller vraiment stimuler pour qu'il puisse être sensible. Le point G, il est situé à l'entrée du vagin, sur la face antérieure du vagin, c'est-à-dire ça serait contre le ventre en fait. Et on le sent très bien, c'est une surface un petit peu rugueuse. Donc si vous mettez le doigt, vous allez sentir, ça a la taille à peu près d'une pièce de 2 € et c'est une surface qui est un petit peu plus rugueuse. Ça n'a rien à voir avec les autres endroits. Et donc le point G est là. Alors le point G, pour vraiment le stimuler, il faut passer du temps à le caresser, d'abord doucement, et on dit que c'est le geste un petit peu, si on a le doigt à l'intérieur, de « viens ». Voilà, si on faisait à quelqu'un « viens par ici », voilà, ça serait ce geste-là qui viendrait stimuler au mieux le point G. Donc après, l'idée, il y a des femmes qui le découvrent très vite, il y a des femmes pour qui c'est très spontané, et il va y avoir, lorsque le point G est vraiment stimulé, parce que ça correspond toujours pareil à l'endroit où il y a les racines du clitoris, il va y avoir, le point G va se gonfler petit à petit et devenir de plus en plus gonflé et plus large, et il peut y avoir, quand le point G a été suffisamment stimulé, ce qu'on appelle une éjaculation féminine, où il va y avoir du liquide qui va sortir, un liquide qui n'est pas de l'urine, qui est très particulier. Il y a des glandes en amont qui se gonflent et qui se remplissent de ce liquide, et donc la stimulation du point G, soit manuellement, soit par la pénétration, va permettre cet orgasme qui est très libérateur avec ce liquide qui s'écoule, qui n'est pas de l'urine, qui est autre chose que de l'urine. Donc pas de souci, si vous êtes une femme fontaine, comme on dit, il n'y a rien d'anormal, c'est plutôt que le point G est activé et connaît ces orgasmes-là. Victor, combien de fois peut-on avoir des rapports dans une semaine pour un couple qui habite ensemble? Alors Victor, en matière de sexualité, il n'y a pas de règle. Vraiment, il n'y a pas de rythme idéal. C'est selon chaque couple, et je dirais même selon chaque personne du couple. Donc il y a des couples qui, dans le début d'une relation, quand c'est vraiment très très enflammé, ça peut être tous les jours, pourquoi pas. Il y en a pour qui c'est une fois par semaine et c'est très bien, voire une fois par mois. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de nombre idéal, c'est vraiment comme c'est bien pour vous. Voilà. Et parfois, il faut s'arranger avec la personne parce qu'on n'est pas toujours au même rythme. Donc, discuter, négocier, mais il n'y a pas de rythme idéal. Il y a des couples qui sont très heureux avec une sexualité très épisodique et d'autres au contraire qui ont besoin de le faire tous les jours ou tous les 3 jours. Donc ça, c'est vraiment, chaque couple est différent. Je n'aime pas mon corps et ça me met mal à l'aise quand nous faisons l'amour. Des conseils. Alors, les conseils, oui, effectivement, c'est très compliqué d'aimer faire l'amour si on n'aime pas soi-même son corps. Donc, le premier conseil, ça serait de renouer avec votre corps. Il y a plusieurs façons de se remettre dans son corps plutôt que de voir l'image du corps. Le problème, c'est que la société actuelle, notamment pour les femmes, donne beaucoup d'injonctions à la perfection. Il faudrait être mince, il faudrait être jeune, il faudrait... voilà. Donc, les femmes ne s'en sortent plus. Elles ont l'impression qu'elles ne sont jamais assez bien, que leur corps n'est jamais assez bien. Et finalement, elles finissent par s'occuper plus de l'apparence que d'être bien dans leur corps. Or, l'apparence compte très très peu quand on fait l'amour. C'est vraiment ce qui compte, c'est d'être dans son ressenti, dans sa sensualité. Donc, le premier conseil, ça serait d'oublier votre corps et vraiment de revenir à l'intérieur, un peu comme une méditation. Ça serait de fermer les yeux et de réexplorer votre sensorialité. Hein, ça passe vraiment par les 5 sens, le toucher, l'ouïe, le goût. Voilà, revenez dans vos sensations, revenez dans votre corps, c'est un trésor et on n'a pas besoin d'être bien suivant des critères, suivant des normes pour pouvoir faire l'amour. Le tout, c'est vraiment d'être à l'aise dans son corps. Donc peut-être, je ne sais pas, faire de la danse, faire des choses qui vous font bouger, qui vous font renouer avec toutes les capacités de votre corps, avec le mouvement, pour pouvoir vraiment
vous réhabituer à lui, vous réconcilier avec lui. Le massage aussi peut être un très très bon moyen d'aller dans des instituts de massage. Tout ce qui est dans le toucher pour revenir aux sensations du corps et non plus à l'image du corps. Comment aborder la fellation avec une femme réticente? Alors ça, c'est comme tout à l'heure pour le cunnilingus. Il y a des personnes pour qui certaines pratiques sont très difficiles et le tout, c'est d'aller demander à cette personne qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience? Est-ce qu'il y a eu des fellations qui ont été faites peut-être trop tôt dans sa vie sexuelle, peut-être trop brutalement, certaines fois parce qu'il y a un modèle avec la pornographie. Les fellations peuvent être faites de manière un petit peu violente, un petit peu brutale, en forçant la femme. Donc parfois c'est compliqué parce qu'il y a eu une mauvaise expérience qui a dégoûté la personne, ou il peut y avoir eu un traumatisme avec des attouchements. Donc c'est un sujet très sensible et c'est vrai que c'est important surtout de ne pas forcer. Donc demandez à la personne si elle peut formuler quelque chose. Peut-être que ça sera plus facile pour elle de le faire avec un psychothérapeute, un sexothérapeute, parce que c'est un domaine assez sensible. Et puis de toute façon, ne jamais forcer, mais aller très progressivement voir comment elle peut, peut-être au début, ça peut être 2-3 minutes, et puis arrêter. Voilà, vraiment faire à son rythme pour qu'elle puisse traverser ses peurs ou son dégoût s'il y en a. Mais surtout ne pas forcer, instaurer du dialogue, et si c'est trop sensible, si ça correspond à un traumatisme, ne pas rester avec ça, mais peut-être aller consulter quelqu'un. Et nous arrivons maintenant à la dernière question. Comment obtient-on un orgasme simultané? Alors là aussi, il y a un grand mythe de l'orgasme simultané. Et vraiment, il n'y a pas à chercher ça parce que c'est très compliqué. Quand ça arrive, ok, tant mieux, on l'accueille comme un cadeau, si c'est bien. Mais surtout, arrêtez de chercher ça parce que ça met la pression à tout le monde. Ça met la pression à l'homme qui se dit « il faut absolument que j'attende », à la femme. Enfin, voilà, il n'y a pas à chercher ça. Et même, parfois, c'est mieux d'aller observer l'autre ou voir l'autre, pouvoir profiter de l'autre qui a un orgasme parce que c'est un vrai cadeau. Alors que quand on l'a ensemble, eh ben, justement, on en profite moins. Donc, pourquoi? Déjà se poser la question, pourquoi la recherche de cet orgasme simultané? Alors c'est beaucoup, il y a toute une imagerie, il y a des films là-dessus, on le montre beaucoup au cinéma, comme si c'était la règle, comme si c'était la norme. Non, il n'y a pas de norme. Même l'orgasme en lui-même, on n'a pas forcément à le chercher. Il arrive ou pas, et il peut y avoir des relations sexuelles formidables, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, sans orgasme. Donc voilà, libérez-vous de tous ces objectifs, parce que vraiment souvent, ça vient perturber la sexualité, et ça peut même créer parfois des blocages, alors que tout se passait très bien. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce live. J'espère que toutes ces questions vous auront été utiles et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Doctissimo.